Aujourd'hui, on parle du processus de la délocalisation des différents habitants de différents quartiers de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba, et on va marteler sur la procédure. Et pour en parler, je reçois pour vous Maître Donat Kambola, il est coordonnateur provincial des l'IBGDH. Il est déjà avec moi. Bienvenue, Maître. Merci, Madame. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure, on va parler de la délocalisation de certaines populations. Bien sûr, dans la province du Lualaba, aujourd'hui, on assiste aux multiples revendications, soulèvements des populations suite aux délocalisations. Délocalisation à gauche, délocalisation à droite. Quand est-ce qu'on parle de la délocalisation? Et c'est quoi d'abord la délocalisation? C'est sortir une population d'un coin à un autre juste comme ça, ou il y a des normes? Bon, d'abord il faut préciser que l'article 34 de la Constitution garantit et protège les droits des propriétés, parce que la Constitution dit que le droit des propriétés est sacré et elle peut être acquise selon les prescrits légaux ou selon les prescrits coutumiers. Donc ça, c'est important de fixer ce principe. Et la loi dit pour être exproprié ou pour être dépossédé de ces biens, il faut bénéficier d'une juste indemnisation. Évidemment, sur le plan pratique, ça dépend de quel domaine. J'ai dit, quand vous êtes dans les domaines, il y a un domaine d'expropriation pour cause d'utilité publique, là il y a tout un décret qui dit comment, lorsque on veut déposséder quelqu'un pour des raisons d'utilité publique, comment il faut le faire. Dans les secteurs énergétiques, la loi renvoie effectivement au décret sur l'expropriation, mais dans les codes miniers, je crois que c'est le secteur qui nous intéresse ici. Il y a toute une loi, c'est-à-dire le code minier dans son article 281 fixe les principes. Lorsqu'il y a une cohabitation, parce que vous avez posé la question, c'est quoi la délocalisation? La délocalisation s'entend par un processus de déplacement des populations à cause d'incompatibilité ou d'impossibilité de cohabitation entre les activités minières et les autres activités de subsistance des populations. Par exemple, une entreprise minière qui vient, qui veut pour développer ses activités, les impacts vont empêcher que les gens vivent à côté de ces activités ou que les gens ne puissent pas avoir d'autres activités de subsistance telles que l'agriculture. Et la loi prévoit que dans ces cas-là, l'opérateur minier doit déplacer ces gens, et on parle de la délocalisation parce qu'effectivement ça consiste à un processus de déplacer une communauté d'un site à un autre pour les préserver contre les impacts négatifs de l'exploitation minière. Et le règlement minier, dans sa directive 18, donc l'annexe 18 qui est la directive, donne maintenant les modalités, et j'espère que pendant l'émission je vais revenir ça. Sinon, voilà le cadre qui protège, en fait, qui définit un projet de délocalisation. La loi prévoit ça. On ne délocalise pas les gens comme on veut et comme on veut les faire. On ne se fait pas de plaisir. Puisque la loi prévoit déjà, il y a des articles, des textes qui montrent comment on doit délocaliser ou comment procéder pour délocaliser les populations. Mais pourquoi dans la province du Lualaba, à ce jour, les populations qui sont délocalisées se plaignent? En tout cas, s'il y a une délocalisation sans plainte, je ne sais pas si c'est une ou deux, mais ça n'existe presque pas. À chaque fois qu'on parle de la délocalisation, il y a toujours des mécontents, il y a toujours des revendications, des soulèvements. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que le gouvernement provincial, par la commission provinciale de délocalisation, ne respecte pas l'annexe 18 du règlement minier qui est la directive relative à la délocalisation, l'indemnisation, la compensation et à la réinstallation des communautés affectées par les projets miniers. C'est là qui veulent lire vos téléspectateurs qui suivent, il peut aller dans les règlements miniers, c'est à la page 547. Et cette directive, quand vous la lisez, c'est une réponse aux lacunes constatées dans la loi avant la modification de 2018. Parce qu'avant, on avait juste les principes posés par l'article 281, mais on ne savait pas quelles étaient les modalités et les étapes. Ici, j'ai apporté avec moi le règlement minier, madame. Quand vous lisez, elle nous donne cette directive, elle donne même les canevas à suivre. Quelles sont les étapes? D'abord, elle définit les droits
des communautés locales et de l'opérateur minier dans un projet de délocalisation. Elle dit même les Canevas. Maintenant, au lieu par exemple d'installer ce que la loi appelle un comité de réinstallation, qui a un comité de réinstallation qui a même ses prérogatives définies par l'article 28 de la directive à laquelle je fais allusion. En province, on a créé une commission provinciale de délocalisation. Dans la pratique, la commission provinciale de délocalisation protège plus les entreprises minières plutôt que la population. Je vous donne l'exemple. Quand une entreprise écrit au gouverneur qu'elle veut délocaliser, la commission n'a aucune possibilité de dire non ou oui. Parce que la délocalisation, ça doit être en dernier recours. C'est quand effectivement on prouve qu'il est impossible, la cohabitation est impossible, qu'on arrive à la délocalisation. Et au lieu de faire participer la population à travers les comités de réinstallation, on a créé une commission provinciale qui en fait vient étouffer la population. Et l'impression que ça donne, c'est que c'est une commission pour protéger les opérateurs miniers. J'ai beaucoup discuté avec les gens qui sont dans la commission. Ils nous disent, nous avons pour objet d'accompagner les délocalisations. Mais effectivement, depuis qu'ils ont commencé à accompagner les délocalisations, vous l'avez dit, ce sont des plaintes, ce sont des plaintes. Je ne dis pas que toutes les réclamations de la population sont nécessairement fondées, mais au départ, les gens n'ont jamais respecté la loi. Quelle devrait être la procédure? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire que le gouvernement ne fait pas? Parce que tout à l'heure, vous avez dit la loi semble protéger plus... pas la loi, la commission protège. Voilà. Donc les politiciens, là, ils protègent plus les entreprises. Les entreprises que les populations. Et quand vous lisez l'article 13 de la directive à laquelle j'ai fait allusion ou de l'annexe 18, vous verrez que l'article 13 parle des phases du processus de déplacement et de réinstallation. Et ce processus, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a plusieurs étapes. Par exemple, il faut mener une étude d'exploration des alternatives pouvant empêcher ou minimiser les déplacements. Qui mène ces études? C'est l'opérateur minier. Il y a plus ou moins 13 étapes à suivre. On n'a pas le temps de suivre ça. Mais il y a une étape qui est très importante, la définition de voies de recours et mécanismes de règlement des litiges. Quand vous voyez par exemple la commission telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle ne vous dira pas quelles sont les voies de recours et les mécanismes de gestion des plaintes. Et la population qui se plaint à travers les médias, c'est tout simplement souvent, ils n'ont pas où aller. Quand ils vont vers la commission provinciale de délocalisation, c'est le ministère. Vous savez que le gouvernement provincial du Lualaba ou l'hôtel du gouvernement n'est pas accessible à tout le monde. Donc les gens peuvent marcher 3-4 jours sans être reçus, ou quand ils sont reçus par une personne qui n'a pas de décision. Et quand on a déjà payé, les procédures sont closes. À défaut d'être écoutés par le gouvernement, par exemple la commission, ils vont à l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, vous avez vu comment les gens sont dépassés. Je vous donne le cas des cultivateurs de métalcol qui avaient fait 9 jours de siège au gouvernorat sans être payés jusqu'à ce jour. Ils en ont fait 3 jours. Ils ont fait 3 jours de siège à l'Assemblée provinciale. Ils avaient plutôt été chassés avec violence. Donc, à défaut des mécanismes de voie de recours et de traitement de plaintes, je crois que ça exacerbe les contestations et les frustrations de la population. Mais évidemment, si on doit passer en revue les 13 étapes prévues par l'article 13, vous verrez que dans la pratique, la commission provinciale de délocalisation, comme les entreprises minières qui agissent sans parce qu'il y a des entreprises qui agissent sans cette commission, personne ne respecte la loi. Tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas toutes les réclamations, revendications de la population qui sont justes. Et vous avez également parlé de paiement, l'indemnisation. Alors, parlons de l'indemnisation. Qui fixe le montant pour indemniser les populations qu'on délocalise? Est-ce que c'est les entreprises, donc l'entreprise qui souhaite délocaliser la population, ou c'est les propriétaires de la maison qui disent ma maison a une telle valeur? Comment ça se fait? Qu'est-ce que la loi prévoit? Oui, l'opérateur minier a des obligations, mais il y a des étapes dans la mise en œuvre d'un processus de déplacement. Et les étapes, j'ai tenté de vous parler d'abord, il faut prouver qu'il n'y a pas d'autre alternative que les déplacements. La deuxième étape, c'est l'enquête démographique et socio-économique sur les communautés. Il faut consulter et faire participer les communautés, c'est l'opérateur qui les fait. Il faut choisir les sites de réinstallation. Il faut identifier les biens
et le barème à prendre en compte dans l'indemnisation et la compensation. Vous êtes sûr qu'ici, dans la province du Lualaba, on ne suit pas? Non, je vous ai dit qu'on ne les fait pas. Qui identifie? Quand vous lisez plus loin, on vous dit, c'est les comités ici de réinstallation, qui est prévu à l'article, je crois, j'ai parlé 28. La loi dit, les comités de réinstallation est la structure chargée du processus de délocalisation, d'indemnisation, de compensation et de réinstallation. C'est important, il est composé des représentants des communautés affectées, du titulaire des droits miniers, de l'autorité locale et des organisations de la société civile. En réalité, le processus est participatif. Il y a l'autorité locale, ça peut être les bourgmestres dans une commune, ça peut être les chefs de secteur, les chefs de chefferie. Ce n'est pas les ministres. Et ce comité-là, c'est celui-là qui, en fait, identifie les biens à délocaliser et le barème à prendre en compte. Donc, les services de cadastre, les services de l'Agripel qui vont dans l'évaluation, ils les font malheureusement en violation de la loi parce que ils rendent compte à qui? Les experts, oui, c'est ce comité-ci qui recourt aux experts. C'est le comité qui dit, comme nous on ne connaît pas comment on évalue une maison, on recourt à l'expert. Automatiquement, ça ne devait pas être le cadastre. Et qui doit requérir l'expert? Mais ici en province, c'est le ministre provincial des Affaires foncières qui est le président de la commission de délocalisation qui requiert les conservateurs. Et la population, elle est là, elle assiste seulement le jour qu'on vient prendre des mesurages. Et quand les gens posent la question, mais ça signifie quoi votre formule? En quoi consiste votre évaluation? Les gens n'ont pas de réponse. Or, ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que le processus même d'indemnisation est soumis à un certain nombre de principes, notamment les principes de transparence, les principes de participation et les principes d'indemnisation et de compensation préalable des biens. Puisque les principes de transparence n'est pas, par exemple, respecté dans la procédure ici au Lualaba, qu'est-ce que vous, étant société civile, vous faites? Déjà, quel rôle vous jouez? Non, le rôle de la société civile, c'est celui d'accompagner les communautés locales, c'est celui de porter plus haut les revendications de la société civile, plutôt les revendications des communautés affectées. Et moi, dans le cadre de mon organisation, c'est tout le travail que nous faisons depuis 2014. Nous avons produit des rapports, nous avons produit des recommandations. Vous avez entendu que la province est dotée d'un édit provincial sur les questions de délocalisation. IBGDH et la société civile de Lualaba en général y a été de beaucoup. Nous sommes les premières à initier cette réflexion. Évidemment, l'Assemblée provinciale s'en est appropriée. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à rencontrer les parties prenantes, qui sont les entreprises, qui sont les gouvernements, pour leur dire respectons la loi. Donc, le rôle de la société civile, c'est d'amener les uns les autres à se conformer à nos lois. Et malheureusement, la société civile n'a pas de pouvoir pour s'imposer. C'est comme ça que, quelle que soit la participation de la société civile dans la commission provinciale de délocalisation, nous avons toujours dit non, il faut mettre en place plutôt un comité de réinstallation au niveau local. Et si on veut s'occuper de la question, la commission provinciale pourrait être une forme d'instance locale. Il peut à ce moment-là provincial pour dire là on n'a pas bien respecté mes droits. Mais aujourd'hui, les autorités locales par exemple, quand vous arrivez dans les chefferies, quand vous arrivez dans les groupements, quand vous arrivez dans les secteurs, quand vous arrivez dans les communes, là par exemple, vous allez trouver les chefs de secteur de Luilou qui ne connaissent pas comment se fait les projets d'organisation entre les villages environnants et la société solidaire. C'est l'affaire ici de Kolwezi. Et quand les gens ont des problèmes, les gens ne savent pas venir à Kolwezi, regardent la distance. Et même quand ils viennent à Kolwezi, les gens ne sont pas reçus. Vous savez, vous et moi, comment ce n'est pas facile d'être reçu à l'hôtel du gouvernement. Alors, maître, avec tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qu'on assiste, aujourd'hui on assiste, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, à des revendications. Qu'est-ce que la population doit faire? Parce que les droits de la population sont bafoués. Qu'est-ce que la population doit faire, toutes ces personnes victimes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ça doit être quoi leur position? Je prends le cas des habitants du quartier Kabila, par exemple aujourd'hui. Leurs maisons ont été inondées. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de suite. Quelle doit être la position de ces habitants? Et qu'est-ce que vous, société civile, vous faites pour accompagner ces habitants afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits? Nous avons demandé au président de la commission provinciale de délocalisation d'organiser un atelier d'évaluation pour qu'on regarde, depuis qu'on a commencé ces histoires de délocalisation,
qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on améliore. Aujourd'hui, on a un édit provincial, on a les lois ici que nous, on continue à vulgariser. C'est comme ça que j'ai accepté de répondre à votre invitation. Parce que la société civile tient une fois de plus à revulgariser, mais surtout à appeler l'autorité à se conformer à la loi. Les cas de Kabila que vous évoquez, tout le monde les connaît, mais nous sommes devant l'inaction de l'État. Moi, j'ai toujours parlé de l'absence de l'autorité de l'État dans le secteur des mines. Et pourtant, le secteur des mines, la loi que j'ai dit, pose le principe du respect des droits humains. Et dans le cas de la délocalisation, les droits humains sont le plus souvent violés, elles ne sont pas respectées. Mais l'autorité politique semble ne pas accorder son attention à ce genre de problèmes, ce qui fait que les mines, au lieu que ça développe la population, ça appauvrit, ça met les gens dans une précarité inouïe, les gens n'ont pas d'espace où cultiver, même ceux-là qui avaient des maisons, vous avez vu la disparition de la cité Jegamim Kolosi, et ça, l'État regarde et voit. Et donc, on se pose la question, est-ce qu'on est dans un état de droit où on nous dit le peuple d'abord ou les larmes d'abord? Mais les entreprises minières ou encore ces comités, je ne sais pas, cette commission de délocalisation estime qu'il y a aussi la mauvaise foi de la part de la population parce qu'à chaque fois qu'il y a certaines personnes, elles savent déjà qu'ici on va nous délocaliser dans les jours à venir, elles construisent des maisons avec des matériaux durables pour que lorsqu'il y aura délocalisation, que ces personnes-là puissent réclamer beaucoup d'argent. Je reconnais qu'il y a de la fraude, mais la fraude ce n'est pas vous et moi, les pauvres Congolais qui attisons ça. Quand vous allez au village Pierre Mouteba à Tchaboula, les maisons en bloc ciment ne sont pas construites par les cultivateurs ou la pauvre population. C'est soit les conseillers des ministres ou les familles des députés, c'est soit les agents même des entreprises qui construisent et certains officiels qui sont dans l'armée ou dans la police. C'est eux les tricheurs, les premiers tricheurs. La population ne triche pas. Par contre, chaque entreprise a l'obligation de sécuriser sa concession. Si vous sécurisez bien votre concession, on ne viendra pas construire chez vous, on ne viendra pas cultiver chez vous. De deux, les études d'impact environnemental des entreprises, jusqu'à aujourd'hui, alors que la loi voudrait que ça soit publié, elles restent cachées. Ce qui fait que la population qui n'a pas l'information, d'abord comment la population a l'information qu'on viendra délocaliser, pour autant que même les études d'impact des entreprises restent cachées. Donc, je m'inscris en faux contre cette accusation parce que la population n'a pas l'information. Les gens sont dans leur pays. Vous n'allez pas interdire à un Congolais de construire une maison alors que la loi ne lui interdit pas. Que fait l'autorité pour sensibiliser la population? D'où je dis, on doit commencer par la consultation, et parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'ailleurs le premier principe, c'est la loi, le principe de consultation et de participation. Si les gens ont l'information, si les gens sont suffisamment consultés, je ne vois pas qui va aller construire pour qu'on les délocalise dans un mois. Madame, ça c'est un manque de respect par rapport aux Congolais qui, tant soit peu, sont en train de se débrouiller pour trouver. Et qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement là-bas par rapport à tout ce qui se passe? J'ai déjà dit que le gouvernement doit à ce jour organiser un atelier de parties prenantes où nous devons évaluer et améliorer. Parce que nous avons dénoncé, les populations ont pleuré, mais la situation reste la même. Donc il est important que la commission provinciale s'ouvre, accepte de discuter avec la population, la société civile, les entreprises minières, parce qu'on dit du choc des idées, jaillit la lumière. Nous allons voir qu'est-ce qui empêche le gouvernement provincial à respecter la loi et ensemble, nous allons travailler pour qu'on respecte la loi. Et la population, pendant ces temps, elle doit avoir quelle attitude? La population, non, la population doit se prendre en charge et utiliser les mécanismes légaux. Pourquoi on ne dénonce pas tous ces cas de violation des droits de l'homme? Pourquoi on n'amènerait pas les gens en justice? Parce que nous connaissons tous ces gens qui sont en train de travailler dans la commission. C'est parfois nos cousins, nos frères. Il faut les dénoncer, il faut aller en justice. Il faut de temps en temps passer dans les médias, dénoncer ces cas-là. Peut-être que l'autorité entendra et peut-être que l'autorité prêtera oreille pour qu'on respecte les lois du pays. Merci à vous, Maître Donat Kambola, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie et je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Et voilà tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes de Mikeba Télévision. Au revoir et shalom chez vous.